Le compte à rebours est lancé. La mobilisation massive doit se poursuivre d'ici le 20 juillet. Mettez TVL hors de danger. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le changement de gouvernement en Ukraine. Volodymyr Zelensky tente de reprendre son souffle en s'entourant de fidèles. Nous reviendrons ensuite sur l'affaire Epstein qui éclabousse le président des États-Unis, Donald Trump. Et enfin, quand les moralisateurs de LFI versent dans l'immondice avec l'affaire Cottineau, du nom d'un candidat mélenchoniste à la tête d'un réseau pédocriminel. Un nouveau gouvernement pour l'Ukraine. Le Parlement a validé le remaniement de Volodymyr Zelensky. Explications et perspectives. Que tout change pour que rien ne change. Jeudi, le Parlement ukrainien a validé un remaniement gouvernemental d'ampleur. À la tête de ce nouveau gouvernement, Yulia Sviridenko, 39 ans, ancienne ministre de l'économie, qui devient Premier ministre. Une nomination entérinée donc par un vote parlementaire. Ce changement initié par le président Volodymyr Zelensky vise à insuffler une nouvelle dynamique à l'Ukraine face aux défis économiques, militaires et diplomatiques. Cette nomination permet en outre de donner une impression de mouvement à la tête de l'État. En réalité, les changements apparaissent anecdotiques et le choix de Yulia Sviridenko assure une loyauté a priori sans faille au président. Connue pour ses solides relations avec Washington, elle incarne une volonté de renforcer les liens avec les États-Unis, alliés clés de l'Ukraine à l'heure où Donald Trump semble revenir vers une politique de soutien à Kiev. C'est elle qui avait géré les négociations sur l'accord des minerais avec les Américains, des discussions tendues pour lesquelles elle avait su tenir la ligne. Dans un contexte d'ultimatum de 50 jours donné à Moscou par Washington pour négocier la paix, ce choix reflète aussi l'influence croissante d'Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelensky, accusé par l'opposition de centraliser le pouvoir. Des critiques, comme le député Mykola Kajitsky, déplorent un manque de dialogue et une consolidation du pouvoir présidentiel. Le remaniement ne s'arrête pas là. Denis Shmyhal, Premier ministre sortant, prend la tête du ministère de la Défense, une institution marquée par des scandales de corruption. Sa nomination vise à rétablir l'ordre et à soutenir la production nationale d'armement alors que l'Ukraine produit désormais 40% de ses armes. Par ailleurs, Olga Stefanishyna, ex-premier ministre, est proposée comme ambassadeur aux États-Unis, un poste stratégique en attente de validation par Washington. Ce choix, qui écarte Roustem Umerov, initialement pressenti, illustre la volonté de Zelensky de renouveler les visages en lien avec les partenaires occidentaux. Une certaine constance est à relever dans les choix ukrainiens, la jeunesse du personnel d'État, là où Russes et Américains s'appuient généralement sur des personnalités plus expérimentées. Sur le plan intérieur, ce remaniement intervient dans un contexte de tension politique. La loi martiale en vigueur depuis 2022 interdit les élections et le mandat de Zelensky, achevé en mai 2024, suscite des débats sur sa légitimité. L'opposition dénonce une centralisation excessive du pouvoir, voyant dans la nomination de figures loyales à Andriy Yermak une marginalisation des institutions comme le Parlement ou le Conseil des ministres. Le journal Ukrainska Pravda qualifie même ce remaniement de renforcement du pouvoir présidentiel, ce qui pourrait exacerber les divisions internes. Des divisions dont n'a pas besoin Kiev, alors que les récentes avancées russes dans les régions de Donetsk, Zaporijjia et Kharkiv inquiètent l'état-major ukrainien. Au niveau international, le semblant de revirement américain s'accompagne de déclarations belliqueuses de l'ancien président Dmitri Medvedev sur des frappes préventives contre l'Occident, moquant peut-être ici la notion ainsi utilisée par Israël pour frapper illégalement l'Iran il y a quelques semaines. Parallèlement, l'Union européenne a adopté son 18e paquet de sanctions contre la Russie, abaissant le prix maximum du pétrole russe à $45 le baril pour limiter ses revenus. Alors qu'une sorte de réalignement occidental semble se produire, la situation militaire, elle, demeure critique et très dépendante, outre des armes, des soldats. Or, la démographie ukrainienne a ses limites et sur le front, cela se ressent. La restitution par Moscou de corps de 1000 soldats ukrainiens illustre l'ampleur des pertes.
La nouvelle équipe nommée par Volodymyr Zelensky devra ainsi tenter de contenir la grogne interne, séduire l'imprévisible allié américain et essayer enfin de tenir bon sur le terrain militaire où le temps semble résolument jouer contre l'Ukraine. Donald Trump pourra-t-il tenir sa base militante ? Le président américain a été jusqu'à qualifier de stupides ses partisans réclamant davantage de révélations sur l'affaire Epstein. Édouard Chano. Sous la pression, le président américain a partiellement cédé. Dans la nuit du 18 juillet, Donald Trump a annoncé avoir demandé à son procureur général, Pam Bondi, de dévoiler les témoignages devant le grand jury du procès Epstein, fustigeant le volume ridicule de publicité donné à l'affaire. Excédé, le dirigeant a intimé « Cette arnaque doit cesser ». Mais cela suffira-t-il pour calmer la fronde ? Trump avait été jusqu'à qualifier l'affaire le 16 juillet de canular manigancé par les démocrates pour lui nuire, insultant au passage ses propres militants. Tout cela n'est qu'un vaste canular perpétré par les démocrates et quelques républicains stupides et crédules tombent dans le piège. Ils font le travail des démocrates. Jusque-là, il se voulait le lanceur d'alerte numéro 1. Grand paradoxe, désormais c'est Donald Trump qui était accusé d'étouffer des révélations. Un grand renversement car ils sont nombreux parmi ses supporters les plus fervents l'ayant porté au pouvoir à ne pas avoir voulu lâcher l'affaire. Combien d'entre vous ne sont pas satisfaits avec les résultats de l'enquête ? Rappelons que le 7 juillet dernier, le FBI et le département de la justice américain publiaient une brève note de 2 pages discréditant toutes les théories du complot. Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019 et accusé de trafic de mineurs auprès de l'hyperclasse mondiale, se serait donc bien suicidé et aucune liste de clients n'existerait. Mais les Trumpistes et Elon Musk croient que cette liste a été cachée pour protéger des personnalités comme Bill Clinton ou encore Bill Gates. Et Donald Trump lui-même serait aussi concerné. Il est vrai, celui-ci connaissait Epstein, l'ayant croisé dès les années 90. Hier, 17 juillet, le Wall Street Journal publiait d'ailleurs que Trump avait signé un livre d'or pour le 50e anniversaire d'Epstein en 2003, avec une lettre à caractère salace. Piqué au vif depuis plusieurs semaines, le président américain a voulu se défaire de cette affaire, prenant aussi la défense de la procureure générale Pam Bondi, visée par des appels à la démission, elle qui avait indiqué en février dernier détenir la liste des clients d'Epstein sur son bureau. Alors pourquoi avoir intimé aux Américains de détourner leur regard ? Pour le criminologue Xavier Hofer, auteur de l'essai Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture, Trump a été confronté à des secrets d'État inavouables. Quand vous arrivez au pouvoir dans un pays, vous ne savez pas tout. L'appareil d'État, que ce soit l'appareil d'État français ou américain, a des moyens très sérieux de conserver secrets les choses qu'il veut conserver secrètes. Ça s'appelle d'ailleurs les secrets d'État. Quand vous arrivez au pouvoir et que vous demandez à votre directeur de cabinet ou « je veux le dossier Epstein », au lieu d'avoir le dossier, vous recevez 2-3 jours après la visite d'un fonctionnaire en gris, un monsieur que vous n'avez jamais vu de votre vie, qui vous dit, voilà monsieur, alors vous avez demandé ceci ou cela, alors c'est plus compliqué parce que voyez-vous, premièrement, deuxièmement, troisièmement, et ce qu'il vous dit vous fait tellement dresser les cheveux sur la tête que vous dites, bon, alors, ok, je vais peut-être me fâcher avec ma base, mais compte tenu de ce que j'ai appris, eh bien, on va balayer la poussière sous le tapis et on va mettre fin à cette histoire de révélation des secrets des films. Bien entendu, je ne peux vous dire, personne à présent ne peut dire ce en quoi concernaient les révélations tellement extravagantes qu'elles poussaient Donald Trump à mettre fin à une de ses promesses les plus chères. La deuxième option, c'est qu'il existe à l'heure actuelle un combat, mais titanesque et à mort entre diverses sortes de forces à l'intérieur de l'appareil d'État fédéral américain. Ceux qui ont les secrets en question, ils ont dit à Trump, même pas en rêve, tu les auras pas. Lui aussi frustré par un tel manque de transparence, le journaliste vedette Tucker Carlson, pilier du mouvement MAGA, a quant à lui émis l'hypothèse qu'Epstein était un agent du Mossad. Et je pense que la vraie réponse est que Jeffrey Epstein travaillait pour des services de renseignement probablement non américains. Nous avons tous les droits de demander pour qui il travaillait. Comment un homme passe de prof de maths sans diplôme universitaire à détenir de nombreux avions, une île privée, une énorme résidence privée à Manhattan, d'où l'argent est venu.
Personne n'a été au fond des choses parce que personne n'a essayé. Il est pourtant évident que cet homme avait accès à un gouvernement étranger. Personne n'a le droit de dire que ce gouvernement étranger était Israël parce que nous avons été intimés de penser qu'il était mal de penser cela. Au passage, tout le monde pense cela à Washington. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne pense pas cela à DC, mais tout le monde pense qu'il ne peut pas le dire. Mais cette thèse doit être prise avec des pincettes, selon Xavier Hofer, car elle empêche de voir l'essentiel, à savoir un rapport de force interne aux États-Unis. C'est essentiellement une affaire intérieure américaine. C'est-à-dire que, bien entendu, quand vous avez une superpuissance et quand vous avez une capitale fédérale où tout est concentré comme Washington, vous avez mis des pions là-bas, que vous soyez les Russes, les Chinois, les Israéliens, enfin les grandes puissances de ce monde, et vous essayez de faire du trafic d'influence, d'influencer les gens sur place dans un sens ou dans un autre. Mais essentiellement, c'est une affaire intérieure à l'appareil d'État américain. Alors, je veux bien qu'il y a des gens pour dire c'est un complot juif, c'est un complot franc-maçon, c'est un complot ceci, c'est un complot cela. Ça nous mène pas tellement loin parce qu'à la fin, il reste toujours le fait que ce sont des Américains qui, à l'heure actuelle, d'un côté exigent qu'on révèle des choses et d'autres Américains qui font en sorte qu'on ne puisse pas y accéder. Voyez-vous, c'est ça l'essentiel quand même. Afin d'éteindre l'incendie, Trump et ses proches ont aussi contacté des influenceurs clés de la mouvance MAGA, les exhortant à atténuer leurs critiques, selon Reuters le 16 juillet. Une manœuvre qui a au moins marché avec Charlie Kirk, qui dirige le groupe d'action conservateur Turning Point, et qui a annoncé le 14 juillet sur X vouloir arrêter de parler d'Epstein et faire confiance à ses amis du gouvernement. Or, selon un sondage YouGov publié le même jour, 79% des Américains pensaient que tous les documents devraient être publiés. Reste donc à savoir si les révélations promises rétabliront la confiance entre Trump et le pays. Révélation immonde sur un militant LFI pédocriminel. Pierre-Alain Cottineau, l'assistant familial connu pour ses viols sur une fille handicapée de 4 ans, était à la tête d'un réseau pédocriminel. Le point, Renaud de Bourleuf. Quand l'horreur s'écrit en 3 lettres, LFI. Les dernières révélations du Parisien début juillet poussent dans l'insoutenable l'histoire de Pierre-Alain Cottineau, militant de la France Insoumise, à la tête d'un réseau pédocriminel. Cet individu mettait à disposition d'autres pédophiles des enfants, parfois très jeunes, chez lui, les exposant à ses perversions, profitant de son statut d'assistant familial. Il droguait les victimes, puis partageait les viols dans des messageries privées sur des réseaux sociaux qu'il administrait. Rappelons que cet individu âgé de 32 ans vivait à Ancenis en Loire-Atlantique, figure de la gauche associative locale. Il a été candidat aux élections départementales sous les couleurs de la France Insoumise. Il était régulièrement l'organisateur d'une Gay Pride locale et membre d'une organisation LGBT connue sous le nom ESAC ou Esprit Arc-en-Ciel. Cette association intervient notamment dans les écoles pour inculquer aux élèves une propagande sur les dits stéréotypes de genre. Il participait également à des manifestations contre le harcèlement scolaire. Peut-être préfère-t-il que ces pratiques aient lieu à son domicile plutôt qu'à l'école. Pierre-Alain Cottineau était sorti de l'ombre en septembre 2024 lors de sa mise en examen pour viol avec acte de torture ou de barbarie, agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité et enregistrement, détention et diffusion d'images à caractère pornographique d'un mineur. Plus précisément, il avait agressé sexuellement une fillette handicapée de 4 ans dont il avait la garde en tant qu'assistant familial agréé par le département de Loire-Atlantique. Il filmait ses actes et les diffusait sur des messageries en ligne. Un détail, parmi ses nombreuses activités associatives, il était membre du collectif « Lutter contre les violences conjugales et familiales ». En garde à vue, le militant mélenchoniste avait avoué son crime et aurait reconnu avoir un penchant pédophile. Mais l'affaire a pris un nouveau tournant au mois de février, alors qu'un réseau pédocriminel venait d'être démantelé. Pierre-Alain Cottineau faisait partie des 5 suspects interpellés. Les autorités l'accusent, ainsi que ses complices, de viol, de torture et de traite d'enfants, avec des abus parfois filmés et diffusés sur le Darknet. Grâce à Internet, le réseau opérait sur un large territoire et même à l'étranger. Les scénaristes du film Sound of Freedom n'ont rien inventé. Selon les nouvelles révélations, Pierre-Alain Cottineau aurait livré régulièrement des enfants à des complices rencontrés par les réseaux sociaux. Les victimes pouvaient être des garçons de 2 ou 3 ans. Pierre-Alain Cottineau aurait donné à une de ses victimes du Xanax, des somnifères et du poppers avant de passer à l'acte. Son passé a aussi été mis sur la table. Sa mère assistante maternelle a signalé en 2008 une agression sexuelle qu'il aurait commise à 15 ans sur un enfant de 4 ans qu'elle gardait alors. Il n'y a pas eu de suite judiciaire.
Plusieurs questions se posent. Comment a-t-il pu obtenir auprès de son département un agrément d'assistant familial lui permettant un accès facile à ses proies? Pour obtenir cet agrément, il y a une formation de 60 heures et une vérification des antécédents de la personne. Quel acte a-t-il commis depuis 2008? Et le député européen Manon Aubry va-t-elle continuer à dire que queer n'a jamais été un danger pour personne? Disposait-il du soutien de membres du monde associatif LGBT dans lequel il était impliqué? D'autres membres de la France Insoumise se sont-ils aussi livrés à ces actes abjects? Quoi qu'il en soit, les journaux de gauche ont été peu nombreux à soulever cette question. Pas une ligne dans le journal Libération depuis les dernières révélations. Passons à présent à l'actualité en bref, en France. Le parti de Sandrine Rousseau et Marine Tondelier encore au cœur d'une affaire de harcèlement. Et cette fois-ci, ce n'est pas Denis Baupin, le compagnon de l'ancienne patronne Emmanuel Cos, mais l'ancien secrétaire d'État et ancien sénateur Jean-Vincent Placé. L'individu est mis en cause pour des agressions sexuelles présumées entre 2016 et 2017. Accusé par une ancienne collaboratrice et par une autre femme, il aurait agi selon un même mode opératoire à l'arrière d'une voiture, dans un contexte d'alcoolisation. Les faits incluent des attouchements sur les seins, les cuisses et autres gestes inappropriés, corroborés par des témoins. Le parquet reproche également à Jean-Vincent Placé du harcèlement sexuel sur son ex-collaboratrice entre 2015 et 2016, aggravé par sa position hiérarchique. L'ancien cadre écologiste vaguement recasé dans le privé nie les accusations, invoquant l'alcool et une relation qu'il qualifie, déformation marxiste oblige, d'égalitaire. Difficile de ne pas envisager que les agissements de ce personnage n'étaient pas de notoriété publique, sachant que Jean-Vincent Placé a été le compagnon de l'ancienne patronne des écologistes et ministre Cécile Duflot, et qu'il a également été en couple avec Eva Sass, aussi de l'équipe écologiste et actuelle secrétaire de l'Assemblée nationale. Les collégiens découvrent l'idéologie écolo à leurs dépens. Dimanche 13 juillet, à Florence, dans le Gers, des panneaux photovoltaïques situés sur le toit d'un collège ont pris feu. Les 2 tiers de la toiture ont été détruits. Depuis le mois d'avril, c'est le 3e incendie provoqué par des panneaux photovoltaïques sur cet établissement. Les dégâts avaient été plus limités lors des 2 premiers sinistres. Cette fois, c'est la question de la rentrée scolaire qui va être sur la table dans ce collège. Pendant que les écologistes s'abstiennent de commentaires, le gouvernement prépare l'installation de nouveaux panneaux photovoltaïques dans les forêts, sur injonction de l'Union européenne. L'immigration a un coût zéro. L'ancien ministre des Finances et député LR Éric Woerth a défendu les mesures de François Bayrou pour trouver 44 milliards d'économies pour 2026, ne trouvant rien à redire à l'absence de mesures pour réduire le coût de l'immigration en France. S'appuyant sur les études de l'OCDE qui estime qu'un euro dépensé pour l'immigration génère une recette de 88 centimes, Éric Woerth juge que l'impact de l'immigration serait donc économiquement neutre. Or, selon l'Observatoire français de l'immigration, le coût de l'immigration pour la France se chiffre à 3,4% du PIB, soit 100 milliards d'euros par an, en raison notamment du faible taux d'emploi des immigrés à 62,5%, contre 69,5% pour les natifs. Jeanne d'Arc n'aura pas été boutée hors de Nice. Jeudi, la Cour administrative d'appel de Marseille a autorisé le maintien de la statue de Jeanne d'Arc, située devant l'église dédiée à la Sainte, à Nice. En janvier, le tribunal administratif de Nice avait pointé dans la commande publique une absence de mise en concurrence et de publicité, constituant un vice d'une particulière gravité. En appel, une erreur a été soulignée sans constituer un vice pour autant. Pour la Cour d'appel, il n'y a pas lieu d'ordonner le déboulonnage de la statue. Notons que pendant ce feuilleton juridique, une pétition de plus de 20 000 signatures a demandé le maintien de la statue de Jeanne d'Arc. Pour que ces moments uniques perdurent, Fort Boyard se fait un petit lifting. Les travaux de restauration de Fort Boyard, emblématique édifice militaire de Charente-Maritime, ont débuté pour contrer les assauts de l'océan. Ce chantier, estimé à 36 millions d'euros hors taxes, s'étalera jusqu'en 2028. Une pelleteuse extrait actuellement 3500 à 4000 m3 de remblai autour du renfort, tandis que des roches issues d'anciennes maçonneries sont rejetées en mer. En 2026, un éperon et un havre d'accostage en béton armé seront installés pour renforcer la structure. Ces travaux visent à restaurer l'aspect original du fort, construit entre 1803 et 1857, tout en assurant sa pérennité pour un siècle. Face à l'urgence, le département de Charente-Maritime a lancé une campagne de dons visant une réouverture au public en 2028. L'actualité internationale en bref.
Une attaque inacceptable selon la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, une guerre injustifiable selon Emmanuel Macron. Une frappe israélienne a touché l'église catholique de la Sainte Famille à Gaza le 17 juillet 2025, tuant 2 personnes et blessant 6 autres, dont le curé, le père Gabriel Romanelli. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé ses regrets, qualifiant l'incident de tir perdu et de tragédie. Le patriarcat latin de Jérusalem a confirmé le nombre de victimes. Le pape Léon XIV a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à un dialogue pour la paix. Un drone israélien aurait tiré un missile en milieu de matinée sur le toit de l'église, alors qu'une équipe de paroissiens était montée sur celui-ci pour nettoyer des panneaux solaires. Israël toujours avec la mobilisation internationale contre les exactions de Tel Aviv. La conférence de Bogota qui s'est tenue mardi et mercredi, organisée par la Colombie et l'Afrique du Sud, sous l'égide du groupe de la Haye, a réuni 30 pays, dont des poids lourds, comme la Chine, le Brésil, la Turquie et l'Indonésie, ainsi que 5 États européens, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Slovénie et la Norvège. 12 États du Sud ont signé une déclaration finale engageant des mesures concrètes, parmi lesquelles l'interdiction des transferts d'armes vers Israël, le blocage des navires transportant des munitions et la révision des contrats publics pour éviter de soutenir l'occupation israélienne, ainsi que la facilitation des enquêtes sur les crimes à Gaza. Ces actions visent à mettre fin à l'impunité d'Israël, accusé de violer le droit international, notamment après l'avis de la Cour internationale de justice de juillet 2024, déclarant l'occupation illégale, et la résolution de l'ONU de septembre 2024 fixant un délai de retrait au 18 septembre 2025. Les États-Unis ont vivement critiqué cette initiative, sanctionnant notamment la rapporteuse de l'ONU, Francesca Albanese, présente à Bogota. Plus de 34 millions de vues seulement sur TikTok en quelques heures et des centaines de millions de commentaires moqueurs ou insultants. Lors d'un concert de Coldplay le 16 juillet 2025 à Boston, la caméra a filmé un couple enlacé qui a rapidement paniqué. Chris Martin, le chanteur de Coldplay, a évoqué au micro une potentielle adultère, provoquant des spéculations sur les réseaux sociaux. Les internautes ont rapidement identifié Andy Byron, PDG de la très influente entreprise d'opération de données Astronomer, et Christine Cabot, DRH de la même société. La vidéo de l'incident est devenue virale. Certains internautes ont inondé les comptes LinkedIn et Facebook des protagonistes, notamment celui de la femme d'Andy Byron, Megan Kerrigan Byron. Christine Cabot, quant à elle, serait récemment divorcée. L'événement a soulevé d'intenses débats sur les réseaux, sur la fidélité, sur le respect de la vie privée et sur les lynchages numériques. Ce soir, Tête à Clash, et demain, le dernier numéro du samedi politique de l'année. Élise Blaise reçoit le géopolitologue François Martin pour revenir sur les bouleversements mondiaux depuis le retour de Donald Trump et le déclin de la France sur la scène internationale. Dimanche, un Zoom avec Jean-Pierre Maugendre et Terre de Mission. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine. À lundi.